Ce livre, en fait, je l'ai écrit sur un coup de colère parce que au début, moi, je faisais complètement confiance à nos autorités. Moi, j'ai géré des crises sanitaires pendant 15 ans comme président de la commission spécialisée maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique et je pensais que tout roulait. Et j'ai découvert avec les Français, avec vous, comme ça, au fur et à mesure, que finalement, rien n'était géré, que tout était fait à la petite semaine sur les masques, les tests, les traitements. Alors, je suis allé un peu dans les médias, pas au début, parce que j'étais confiant, mais après, quand j'ai vu que ça a commencé à dérailler, je suis allé dans les médias pour le dire. Et puis, personne ne m'a écouté pendant des semaines. Alors, au bout d'un certain temps, j'ai fini par arrêter dans les médias parce que je voyais que personne n'écoutait. Et j'ai éprouvé le besoin d'écrire ce livre avec des choses tout à fait documentées. Tout ce que je dis dans le livre est documenté. Pour dire là, il y a un problème. Alors, c'est pas juste pour dire l'invité de la dernière heure qui sait tout alors qu'il arrive après, non, parce que j'ai l'expérience, j'ai la légitimité et que tout ce que j'ai dit depuis le début dans les médias, j'ai jamais changé d'un millimètre ma position. Donc, ce qui me donne, je pense, une certaine force pour pouvoir dire ça. Les conflits d'intérêts, c'est un problème extrêmement complexe. Dans la création même de l'IHU, nous avions prévu, parmi les chapitres, de mettre en place une commission d'études des conflits d'intérêts dans laquelle il y avait un représentant du Conseil de l'Ordre, de la Cour des comptes, un philosophe, et donc pour réfléchir autour du conflit d'intérêts, de la manière dont on les évite, et même de la manière dont on les quantifie. Alors c'est très complexe parce que les liens d'intérêt sont multiples. Par exemple, les conflits d'intérêts familiaux sont très connus. On n'a pas le droit de faire partie d'un jury ou d'examen ou de concours s'il y a la présence d'un cousin bien entendu, de vos enfants, de votre conjoint, mais aussi de vos neveux ou vos nièces et même vos cousins. Donc c'est prévu par la loi, c'est interdit par la loi. J'ai une fois l'occasion d'empêcher un collègue de participer à un jury où on évaluait son propre fils. Donc, mais les gens étaient de bonne foi et disaient non, non, vous verrez, je suis capable de rester objectif. Et bon, le principe même, la notion même de conflit d'intérêt, c'est que quand on a un conflit d'intérêt, on ne peut pas être objectif, ou du moins, on n'est pas capable de juger qu'on est objectif. Après, parfois, les gens vont trop loin. Maintenant, on dit, vous faites partie du même institut, vous avez un conflit d'intérêt. Dans les instituts, moi, mon expérience, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'on s'aime plus ou qu'on se déteste plus qu'ailleurs. Enfin, c'est plutôt, on se déteste plus entre nous dans les instituts que ce qu'on s'aime. Donc, je ne suis pas sûr que ça fasse un vrai conflit d'intérêt. Les conflits d'intérêt sur lesquels on a le plus insisté, bien sûr, il y a les conflits d'intérêt idéologiques. Quand vous considérez que quelque chose est indicible, ne peut pas être rapporté, eh bien, vous le bloquez. C'est ce qui s'est passé en grande partie avec la chloroquine. C'était devenu diabolique d'oser parler de la chloroquine. Donc les gens, le nombre de gens, de papiers que j'ai vu être refusés dans les journaux qui étaient anti-chloroquine pour des raisons multiples, certains pour des raisons politiques, certains pour des raisons de perception personnelle, d'autres par peur que ça devienne brutalement un produit mortel, avaient des positions qui étaient des vrais conflits d'intérêts idéologiques. Donc les conflits d'intérêts idéologiques existent aussi. On les a vécus, par exemple, en génétique, entre l'époque de la Russie communiste et l'époque de l'Europe de l'Ouest. Donc il y avait des vrais conflits qui étaient des conflits d'intérêts de nature idéologique. Et puis il y a les conflits d'intérêts financiers. Donc il faut distinguer les liens d'intérêt, c'est-à-dire que les gens peuvent travailler avec l'industrie pharmaceutique, mais ça devient un conflit d'intérêt à partir du moment où on émet une opinion, qu'elle soit officielle ou officieuse, sur quelque chose qui a à voir avec les gens avec qui on a des liens d'intérêt. Et donc, on doit au mieux s'interdire d'en parler, au pire, le notifier en disant, écoutez, j'ai des liens d'intérêt avec un tel, un tel. Donc, dans toute cette histoire du Covid-19, il fallait faire attention. Quand on parlait d'un produit vendu par une industrie pharmaceutique ou le produit le plus concurrentiel qui, lui, n'était défendu par aucune industrie pharmaceutique, qui était l'hydroxychloroquine, il faut faire attention. On rentre dans une situation de conflit d'intérêts si on a des rapports avec le produit qui est contre l'hydroxychloroquine. Et donc, il faut s'interdire d'en parler ou de dire, écoutez, j'ai un conflit d'intérêts, même si on considère que ça n'est pas un conflit d'intérêts. On ne décide pas soi-même de savoir si c'est un conflit d'intérêts. Tout le monde pense être honnête spontanément. Mais si on est payé par quelqu'un
et qu'on donne son opinion sur son produit ou son concurrent, on a un conflit d'intérêts par définition. Et d'ailleurs, nous le savons très bien parce qu'on nous demande dans les papiers, j'ai vu qu'il y a des collègues qui ne le mettaient pas, et c'est un tort, ils ne répondaient pas au conflit d'intérêts, ça ils ne le disaient pas. Et dans les conflits d'intérêts, on vous dit, si on vous a payé un congrès, si on vous a payé un repas, c'est un truc, vous devez le dire, vous avez un conflit d'intérêts puisque vous parlez de quelque chose qui appartient à quelqu'un qui vous a donné de l'argent ou des avantages en nature. Et donc le conflit d'intérêts, ce n'est pas à chacun de nous de déterminer ce que c'est les mœurs qui déterminent que vous avez un conflit d'intérêts quand vous parlez de quelque chose pour lequel vous avez reçu de l'argent, eh bien vous devez notifier au mieux. Et au pire, et d'ailleurs on voit dans les meilleures émissions de télévision aux États-Unis, quand quelqu'un parle, s'il y a un conflit d'intérêts, il y a une bande qui passe en dessous en disant, voilà, monsieur d'un tel a reçu tant d'argent, de tant d'argent, de tant d'argent. C'est un conflit d'intérêts qui doit être... Les gens doivent savoir que vous n'êtes pas neutre sur ce point de vue-là quand vous parlez de ça. Et donc il faut faire rentrer ça dans les mœurs. Moi je pense que la plupart des gens qui se sont retrouvés dans des situations de cette nature-là ne sont pas malhonnêtes. Je pense que simplement, beaucoup de gens pensent qu'ils conservent leur objectivité. Or, un des meilleurs économistes du monde, Milton Friedman, disait il n'y a pas de repas gratuit. Quand quelqu'un vous paye un repas, il attend quelque chose de vous. On sait ça. Alors, c'est une naïveté de croire qu'on n'attend pas quelque chose de vous en retour. Et vous ne savez pas nécessairement ce qu'on attend de vous en retour. Alors il y a justement cet autre chapitre, c'est le chapitre 4 de votre livre intitulé Scandale 4, aïe, 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 aïe. Certains experts n'ont pas vraiment peur des conflits d'intérêts. Vous n'hésitez pas à dénoncer les liens financiers de certains médecins, des sociétés savantes et même de journaux médicaux avec les labos pharmaceutiques qui voulaient promouvoir selon vous d'autres molécules. Alors voilà la question de fond aussi. Est-ce que vous pensez que les médecins sont à la botte de ces laboratoires? Est-ce qu'ils subissent des pressions? C'est connu depuis longtemps. Même les rédacteurs en chef des grands journaux comme le New England Journal et le Lancet plus récemment l'ont dit. C'est pas nouveau. Alors après, j'ai vu une polémique aujourd'hui avec Olivier Véran ou Karine Lacombe qui ont réagi en disant mais les liens d'intérêt c'est tout à fait légal. Alors faut bien expliquer à nos téléspectateurs et auditeurs ce que c'est qu'un lien d'intérêt, un conflit d'intérêt. Un médecin peut tout à fait travailler pour le laboratoire du Schmoll pour faire des évaluations. Gilead au hasard. Au Gilead ou un autre, ou au Bonux, ça je m'en fiche, mais un laboratoire peut demander à des experts de travailler pour lui, pourquoi pas, comme vous pouvez avoir des gens qui travaillent pour une société pétrolière ou je ne sais pas quoi. Il y a des contrats, ils sont financés, ça s'appelle un lien d'intérêt, ils le déclarent, j'espère qu'ils le déclarent tous, normalement ils le déclarent. Mais voilà, après, c'est autorisé si c'est public et voilà. Et après, il faut le dire. Il faut le dire. Mais après, si vous avez un lien d'intérêt et que le ministère de la Santé vous demande, voulez-vous siéger dans une commission pour trancher sur le Covid en France, ou au Conseil de la Santé publique, voulez-vous rendre un avis, ou la Haute Autorité de Santé, et l'indépendance et qu'on sait que dans la discussion, il va y avoir des molécules pour lesquelles vous avez été rémunérés, là c'est un immense scandale d'État, je le dis, que même le ministère de la Santé n'ait pas vérifié tout ça. Moi, j'ai un expert qui a des liens, alors c'est plus des liens d'intérêt, dans ce cas-là, c'est des conflits d'intérêt. Mais je ne lui reproche pas d'avoir les liens d'intérêt, mais à ce moment, il dit, écoutez, allons-y, vous visez qui en particulier? Non, je vise personne, la liste, elle est publique. J'ai des liens d'intérêt. Vous remettez en cause l'indépendance du conseil scientifique? Pas tout le monde, il y en a certains, oui. Parce qu'ils auraient dû se retirer en disant, je n'ai pas le droit, d'un point de vue éthique. Karine Lacombe, par exemple? Elle n'était pas dans le conseil scientifique. Non, mais de manière générale. Elle s'est présentée avec tous les ministres sur les plateaux pour dire que la chloroquine ne valait rien et que le remdesivir, c'était très bien. Bon, je veux bien. Je n'accuse personne, je ne veux pas cibler un tel ou un tel. Je dis simplement, moi, pendant 15 ans, quand j'ai présidé le Haut Conseil de la Santé publique, bon, ça s'appelait autrement au début, mais c'est pareil, à chaque réunion, il y avait une charte des conflits d'intérêts. Je demandais qui a un conflit d'intérêt avec le sujet de l'ordre du jour. Ça peut être sur des vaccins et ça devait être déclaré devant les autres. Et quelquefois, il y avait des gens qui n'osaient pas les avouer. Bon, on arrivait à les débusquer. Et quelquefois, j'ai dû me battre pour que les personnes sortent de la pièce. C'était écrit en toutes lettres que la personne qui a un conflit d'intérêt majeur avec... Bon, on ne tenait pas compte des conflits mineurs comme les invitations au congrès, sinon il n'y avait plus personne dans la salle. Mais les conflits majeurs... J'obligeais les gens à quitter la salle pour ne pas participer au débat final ni au vote.
Et là, ça n'a pas été respecté. Si vous regardez comment ça a été fait au Conseil de la santé publique, d'abord, il n'y a eu ni vote, ni déclaration de conflit d'intérêts. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une réunion de la commission officielle, parce que c'est avis pris sur un mélange de gens qui faisaient partie du Haut Conseil et pas du Haut Conseil. C'était du grand n'importe quoi. Et comment le ministère qui a tenu compte de ces avis à plusieurs reprises pour rendre des arrêtés 2 jours après, n'a même pas vérifié que les procédures normales qui doivent être respectées selon le règlement intérieur au Conseil de la santé publique n'ont pas été respectées. Moi, j'étais dans des commissions à la Haute Autorité de Santé. Je peux vous dire, quand on vous demande les déclarations d'intérêt, j'ai des collègues qui m'ont dit qu'ils étaient tristes parce qu'ils n'avaient pas été retenus, parce qu'ils avaient eu un lien d'intérêt avec tel ou tel labo. C'est normal. Moi, j'accuse pas du tout mes collègues d'avoir travaillé pour l'industrie, d'avoir touché de l'argent. Ça, c'est légal, effectivement. Mais dans cette crise, tous ceux qui ont eu des liens d'intérêt avec les labos qui étaient concernés devaient d'eux-mêmes se retirer. Et s'ils ne l'avaient pas fait d'eux-mêmes, il fallait que les autorités françaises disent, écoutez, désolé, là, dans cette situation qui est grave, on ne peut pas vous garder dans le groupe. C'est tout, c'est du bon sens tout simple. Et quand après, ça, j'apprécie pas, qu'on m'accuse d'avoir fait de la délation, de dire que j'ai attaqué des collègues parce qu'ils avaient des conflits d'intérêts, je n'attaque personne. La liste, elle est publique, c'est pas moi qui l'ai publiée, c'est des journaux. Il y a eu Marianne, François qui ont publié la liste des gens qui avaient des conflits d'intérêts majeurs, donc ça vient pas de moi. Donc pourquoi me mettre ça sur le dos alors que c'est là, officiellement, c'est le ministère de la Santé qui n'a pas fait son boulot de faire le ménage. Et ça c'est pas méchant ce que je dis, simplement, si les gens avaient des liens d'intérêt majeurs, ils ne devaient pas siéger dans les commissions, point barre. Si nous sommes enfermés dans cette vision de la médecine actuellement, c'est parce qu'il y a énormément de conflits d'intérêts, il y a énormément d'argent en jeu. Alors, qu'est-ce que tu avais envie de nous partager aujourd'hui, Salim, à propos de ces fameux conflits d'intérêts ? Avant toute chose, bonjour à tous nos auditeurs. N'hésitez surtout pas tout de suite à partager, liker et tutti quanti. Il faut diffuser l'information. Alors moi, je voulais parler aujourd'hui de conflits d'intérêts en médecine. Je parle énormément de ce sujet depuis maintenant 15 ans. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo du 21 avril des médecins en conflit d'intérêts avec Big Pharma, critique l'hydroxychloroquine. À commencer par le non-respect systématique, quasi systématique de l'article L4113-13 du Code de santé publique qui oblige les médecins à déclarer leur conflit d'intérêt dès qu'ils passent à la télé, à la radio ou dans la presse papier, ce que ont omis de faire le professeur Gilbert Derey, le professeur Karine Lacombe, etc. On les a vus d'ailleurs dernièrement, Gilbert Derey chez Patrick Cohen sur le service public, pareil, Karine Lacombe chez Karim Rissoli, France 5, pareil, dimanche dernier. C'est systématique et c'est insupportable. Et en fait, voilà, j'en ai parlé dans cette vidéo du 21 avril où j'ai démontré que le docteur Mathieu Maevas, qui avait publié un article, une étude qui prouverait que l'hydroxychloroquine n'avait aucun intérêt. Et vous savez, dans les études, ils sont obligés de dire s'ils ont des conflits d'intérêt ou pas. Et en fait, il a dit aucun conflit d'intérêt. Alors, je suis allé sur transparence.gouv.fr, le site qui liste une partie des conflits d'intérêt. Et en fait, il a 26 conventions. Il a plein de conventions avec MSD, Merck, 226 milliards de dollars de capitalisation, avec Bayer, 48 milliards de dollars de capitalisation, avec GlaxoSmithKline, GSK, 90 milliards de dollars de capitalisation. Bref, le type c'est quasiment un salarié de Big Pharma. Donc, j'en ai parlé. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et parler de documents. D'ailleurs, souvenez-vous de ce que je vais dire maintenant pour répondre après à la question des auditeurs. La Cour des comptes a fait 2 rapports extraordinaires en novembre et décembre dernier. Donc, un rapport concernant le fonctionnement de l'ANSM. Alors, vous savez que l'ANSM avait changé de nom au scandale du Mediator, le Benfluorex, qui a fait plusieurs milliers de morts. Et la Cour des comptes a analysé donc le fonctionnement de l'ANSM. Qu'est-ce qu'elle confirme? Et elle affirme à la page 17 de sa synthèse. Le législateur avait décidé en 2011 et à nouveau en 2016 de renforcer les exigences en matière de déontologie, d'expertise sanitaire ainsi que des contrôles associés afin de mieux prévenir les conflits d'intérêts. À cet égard, la Cour a constaté, malgré les progrès réalisés dans le contrôle des déclarations publiques d'intérêt des experts, des anomalies exposant les experts à des risques pénaux et l'agence à un risque de réputation élevé.
8 ans après la crise du Mediator, les efforts réels engagés par l'ANSM, encore récents et fragiles, méritent d'être accélérés pour lever définitivement certaines réserves qui pourraient s'attacher à son action. Il faut aussi clarifier son organisation et à renforcer ses contrôles dans les domaines de la prévention des conflits d'intérêts. En fait, si la Cour des comptes dit ça, c'est que vraiment, c'est catastrophique. Okay, un mois plus tard, la Cour des comptes, c'est magique. C'est des gens extrêmement compétents qui font des boulots extraordinairement poussés, mais qui ne servent strictement à rien. Voilà. Donc, ils jettent ça dans un tiroir et puis voilà. Alors, ça, c'est un rapport complet sur le fonctionnement de l'ordre des médecins. Vous savez, l'ordre des médecins, celui qui terrorise tout le monde. Alors, page 89, vous verrez, il y a tout qui s'affiche à l'écran. Un contrôle hétérogène des contrats entre médecins avec l'industrie. Alors, page 33, ça c'est le chapitre. À la page 33, hein, déjà en introduction, écoutez ce qu'ils disent. L'insuffisante prise en compte des risques de conflit d'intérêts. Les élus du Conseil national remplissant une déclaration d'intérêt depuis juin 2016, mais ces déclarations sont sommaires et ne sont pas vérifiées par l'ordre. Encore rempli de trucs d'intérêt, mais on ne sait pas vérifier. On ne sait pas s'il a tout déclaré. Ça ne sert à rien. C'est ainsi que l'un de ses membres non élus a omis de déclarer les rémunérations qu'il avait perçues de laboratoires pharmaceutiques alors qu'il siégeait au sein de la commission des relations médecins-industrie et qu'un de ses proches travaillait pour un laboratoire français. Et il ne lui a pas été demandé de compléter sa déclaration. Voilà. Donc ça, c'est des rapports de la Cour des comptes. J'invente rien, comme le dit très souvent Tal Chalère, j'invente rien. C'est factuel. Il n'y a pas... je vous demande pas votre avis, je vous donne pas le mien non plus. Je sors des documents officiels. Maintenant, on va sortir un livre très intéressant. Les conflits d'intérêts à l'hôpital public, le débat, presse de l'EHESP 2015. C'est assez récent. C'est bien après le scandale du Mediator. Donc, c'est après les réglages et les modifications. Alors, c'est quoi les conflits d'intérêts? En fait, je voulais vous expliquer juste comment ça fonctionne, de quoi il s'agit. Les conflits d'intérêts, c'est quand les médecins qui ont un conflit d'intérêts, quand ils ont l'obligation d'agir dans l'intérêt des patients et que leurs intérêts ou engagements compromettent leur jugement indépendant ou leur loyauté envers les patients. Ok? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas jouer sur les deux tableaux. On comprend aisément quel est un conflit d'intérêts pour la justice. Un juge, il ne peut pas juger son fils ou son beau-frère. Vous êtes d'accord? C'est simple, c'est bête. Un gamin, un collégien pourrait comprendre, même un enfant pourrait comprendre ça. En médecine, c'est pareil. Et c'est d'autant plus grave que, je le rappelle, Mediator. D'ailleurs, j'ai remarqué, dans ce livre, ils ne prennent pas la problématique du conflit d'intérêts à sa juste valeur. On parle de milliers de morts. Hein, c'est le plus grand criminel au monde, c'est Big Pharma. Voilà, faut être sérieux. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de recherche biomédicale dans les CHU, dans les services hospitaliers. C'est encadré par la loi du 20 décembre 88 et du 4 mars 2002. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, c'est les hôpitaux qui recrutent par un investigateur, c'est un professeur de médecine qui va réaliser l'essai clinique, payé par l'industrie. Alors déjà, il y a quelque chose qui me chiffonne. En fait, c'est une convention de droit privé qui est signée entre Big Pharma et le professeur, par exemple Karine Lacambe ou Tartampion, qui va recruter 50, 100, 200 personnes pour tester un médicament au CHU. Donc, sauf que l'investigateur, il ne doit pas travailler sur son temps d'hôpital, parce que lui, il est à plein temps à l'hôpital public. Donc déjà, c'est une escroquerie, puisque le gars, il est à plein temps, il est enseignant, et vous allez me faire croire qu'il a le temps de pratiquer une étude clinique. C'est une blague. Donc, c'est fait avec l'argent du contribuable. Ce n'est pas sérieux de dire ça. Je sais ce que c'est qu'un hôpital. J'ai beaucoup travaillé en hôpital. J'ai été attaché à l'enseignement. J'ai passé mon DEA à la faculté de médecine. Je sais comment fonctionnent les services. On ne va pas me faire avaler cette pilule, si j'ose dire. Donc, et d'ailleurs, je me demande aussi pourquoi Big Pharma, dont certains budgets, tout à l'heure j'ai dit MSD 226 milliards, c'est plus que le budget de la branche maladie de la sécurité sociale. Pourquoi ils n'ouvrent pas des cliniques immenses et qu'ils organisent eux-mêmes leurs trucs? Ils en ont les moyens, ils ont plus de moyens que la sécurité sociale. Donc, la convention doit être communiquée au CHU, au directeur du CHU. La convention entre l'industrie et le praticien, elle ne l'est qu'à 10% des cas.
donc c'est jamais fait, et à l'ordre départemental et national des médecins, et on le sait, ça ne sert à rien, c'est pas contrôlé, c'est la Cour des comptes qui le dit. Vous voyez, je fais les liens entre les documents, comme ça on fait bien le boulot. Donc il y a aussi une convention signée entre le CHU et Big Pharma pour que le CHU soit rémunéré. Pourquoi? Parce qu'ils vont leur demander, par exemple, s'il y a des intraveineuses à faire, le CHU va les facturer à Big Pharma. Donc, étant donné la tarification à l'acte et l'objectif quasi pathologique des hôpitaux à faire du pognon, à mon avis, c'est très mauvais. C'est très, très mauvais parce qu'ils vont accepter plein de choses et valider des trucs qui ne sont pas validables. Alors, le rapport entre l'investigateur, le médecin qui poursuit l'essai thérapeutique, clinique, il a une exigence de loyauté. Il a une exigence de loyauté avec son patient. Il ne doit pas lui survendre l'expérimentation parce que c'est novateur. Vous savez, les nouvelles technologies, c'est du pipeau. Tout ça, c'est du pipeau. Et ne pas confondre, ce n'est pas un traitement. Il ne faut pas qu'ils disent que c'est un traitement, alors qu'ils vendent ça pour des traitements. Donc déjà, ça, c'est une escroquerie monumentale. Et il faut informer sur les risques et l'incertitude. C'est-à-dire, un essai, ce n'est pas sûr de réussir. 99% des essais ne servent à rien. Et il faut qu'il informe sur le financement. Il faut que l'investigateur informe le patient qui finance et combien il gagne. Ce n'est jamais fait. Après, ils ont créé les comités de protection des personnes. C'est selon la déclaration d'Helsinki de 64, ça a été appliqué en France en 70. Et là, je vais vous lire la page 153, enfin une partie de la page. Si l'indépendance de leurs membres constitue le fondement de la crédibilité et de la légitimité des comités de protection des personnes, dans la pratique, celle-ci paraît souvent mal assurée. En effet, de nombreux membres des institutions, hôpitaux, collectivités territoriales, siègent au sein de ces comités et connaissent bien les promoteurs. En outre, pour des recherches spécialisées, les consultants compétents sont très peu nombreux et peuvent appartenir parfois à des équipes de recherche concurrentes. En fait, il n'y a aucune indépendance dans ces comités de protection des personnes. Ils se connaissent tous. Aujourd'hui, il est impossible de mettre en France sur place des comités de protection des personnes avec des médecins qui ne sont pas rattachés à l'industrie, salariés de l'industrie. Ils ont tous été embauchés par Big Pharma. C'est une vraie question que j'avais déjà soulevée. C'est deux questions que j'avais déjà soulevées dans mon rapport au ministre. C'était les conflits d'intérêts. Vous pouvez le lire, il est online. En 2003, j'avais dit il faut faire attention aux conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts représentent un véritable problème et ils vont nous polluer. Vous avez eu depuis le Mediator, vous aurez Gilead et vous aurez les autres. Mais au bout d'un moment, il faudra s'en occuper pour de bon. Dominique Maraninki, quand il était directeur de la NSM avec Xavier Bertrand, a mis en place Santé Gouv, qui était Transparence Santé Gouv, qui est très bien, mais il faut s'en servir. Il faut le regarder. Regardez ce qui se passe. Et donc, quand les gens ont des conflits d'intérêts, ils ne peuvent pas parler de choses qui a eu des conflits d'intérêts au sein du conseil scientifique ou dans la périphérie? Non, mais regardez, ça est transparent. Hein. Peut-être pour vous, pas forcément pour nous. Écoutez, c'est pas compliqué, vous avez un site qui est très bien, parce que le Santé Gouv, Transparence Santé Gouv, c'est un peu compliqué parce qu'on mélange tout. On mélange, il y a les repas, etc. Mais sinon, il y a un site qui regroupe tout, qui s'appelle Eurofordoc. Vous n'avez qu'à regarder, vous mettez tous les noms, Eurofordoc. Tout ce que je vous dis, c'est tout sur Internet. C'est simple comme chou. Hein. Et au bout d'un moment, quand les gens me disent, faut regarder, vous regardez Eurofordoc, et vous regardez. Et donc, moi, je vous ai dit, j'ai un conflit d'intérêt qui Hitachi, et la seule fois où j'ai parlé de microscopie électronique, j'ai rappelé que j'avais, parce que c'est vrai, j'en ai un, c'est incontestable. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de parler de quelque chose ou de recommander quelque chose qui a un lien. Que le lien soit pro ou contre, parce que du coup, ça revient sur l'hydroxychloroquine, bien entendu. Hein. D'accord ? Donc la question des conflits d'intérêts, c'est une question que j'avais déjà posée donc, il y a 20 ans, je m'excuse, parce que le temps passe pas tout à fait, 18 ans. Et j'avais posé l'autre question, qui est la sélection des experts dont on parle comme ça. Et j'avais dit, faites attention. Vous savez, l'expert qui avait été choisi à l'époque pour parler du charbon, c'est un expert qui avait été envoyé. Il servait d'expert polyvalent, celui-là. Il était expert polyvalent. Il venait de l'Institut Pasteur. Et donc, il disait, je suis expert. Alors, j'avais fait, moi, ces publications. J'ai l'habitude de faire ça. Mais il était expert de rien du tout. J'aurais dit, mais c'est pas vrai. Et ce type s'est fait choper l'année d'après pour vouloir passer chez nous à la classe exceptionnelle. Il avait bidouillé son CV. Il avait doublé le nombre de ses publications, mais il y avait un jeune qui avait regardé sur son ordinateur, sur PubMed, les publications. Il disait, il y a la moitié des publications que vous avez mis là, vous n'êtes pas dedans. D'accord ? Et c'était le représentant que Pasteur nous envoyait à chaque fois. Alors Pasteur l'a mis dehors après, mais ça veut dire que les experts, c'est quelque chose. Il faut avoir une analyse neutre
Et pour ça, il faut, je sais pas, c'est vrai, il y a des institutions dans ce pays, l'Observatoire des sciences et techniques, ils sont parfaitement compétents pour faire ça. Il faut leur demander une évaluation de la qualité des experts. Et il faut demander sur Transparence Gouv, effectivement, le fait que ce soit pas de l'autodéclaration, mais que les gens n'aient vraiment pas de conflit d'intérêt. Pour la question dont il parle, si quelqu'un qui a travaillé avec Gilead, qui a fait partie du board de Gilead, parle de microscopie électronique, ça me gêne pas, vous voyez, c'est pas le problème. Mais si c'est pour parler du remdesivir ou c'est pour parler de trucs, ça me pose un problème. Voilà. Et donc, parce que c'est Milton Friedman qui dit ça, vous savez, il n'y a pas de repas gratuit, ça n'existe pas. Voilà. Tous les Français ont vu, de leurs yeux vus, les conflits d'intérêts énormes, quoi. Là, on peut être gentil et continuer à mettre la poussière sous le tapis en disant on ne veut pas le savoir. Il y a France Soir qui a publié, c'est public, l'argent touché par les 13, le top 13, il s'est limité au top 13, classement des revenus récents versés par l'industrie. Et on a quand même la surprise de voir dans ce classement, que je laisserai dans le descriptif de l'émission, de voir qu'il y a beaucoup de médecins que l'on voyait surtout sur les plateaux télé. Oui, alors moi, après, je ne veux pas interpeller tel ou tel médecin, mais c'est une notoriété publique. Il suffit d'aller sur Transparence Santé, sur les sites. Voilà. Après, moi, je ne reproche pas à un médecin d'avoir travaillé pour l'industrie. C'est quelque chose qui est légal. On peut toucher de l'argent. Les industriels ont besoin d'experts. Bon, OK, on le déclare. J'espère que la plupart l'ont déclaré. Après, ce qui me choque et ce qui est même interdit par la loi normalement, c'est qu'un expert qui a touché de l'argent participe à un groupe de travail officiel pour influencer des décisions dans lesquelles un des produits pour lesquels ils ont touché de l'argent est en cause. Alors, moi, j'ai travaillé avec beaucoup de groupes de travail. Les procédures de conflit d'intérêts sont de plus en plus rigides et c'est normal depuis des années. Quand vous avez dans un groupe de travail à la Haute Autorité de Santé, vous devez tout déclarer. Si vous avez un conflit un peu sérieux, vous êtes éjecté du groupe. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué au Conseil de la santé publique, j'ai quand même présidé la commission pendant 15 ans. Quand je suis arrivé il y a 15 ans, ça s'appelait Conseil supérieur d'hygiène, il n'y avait que dalle. Il n'y avait pas de procédure, le conflit d'intérêts, on s'en fichait. Et avec le Dr Tan Le Luong, qui était une excellente médecin de santé publique qui travaillait avec moi, on s'est dit c'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça. Donc on a fait une charte des conflits d'intérêts qui s'est améliorée au fil du temps. Et à l'heure actuelle, dans le Haut Conseil de la santé publique, il y a une charte sur la gestion des conflits d'intérêts. Moi, je la connais par cœur parce que j'ai participé à sa rédaction. Et j'ai toujours fait respecter scrupuleusement pendant 15 ans. Qu'est-ce qu'a dit cette charte? Si un membre de la commission, on n'a pas tenu compte des conflits d'intérêts dits mineurs, c'est dans les invitations au congrès, parce que sinon il n'y avait plus personne dans les commissions, mais les conflits majeurs, c'est la personne qui a touché de l'argent pour rédiger un rapport, pour faire une étude, et, ça s'appelle un conflit majeur, et quelquefois les sommes sont très importantes. On dit à la personne, bon, on veut bien vous auditionner si vous avez quelque chose d'important à dire, mais après, vous devez ne pas participer au débat ni au vote. Et même quelquefois, je me suis battu de façon un peu musclée avec des gens qui étaient plus âgés que moi, qui avaient autorité sur moi à l'extérieur du Haut Conseil, mais parce qu'ils ne voulaient pas quitter la salle. Parce qu'ils disaient, non, hors de question, c'est moi le professeur Tartampion, je reste. J'ai toujours fait respecter. Et on l'a fait inscrire en bas de chaque avis public. Quand il y a un rapport du Haut Conseil, en bas, c'est marqué nombre de personnalités qualifiées votantes, nombre de votes, abstentions, nombre de conflits d'intérêts, etc. Tout est écrit en bas, c'est transparent. Là, si vous regardez les deux avis du Haut Conseil de la santé publique qui ont servi à Olivier Véran pour interdire l'hydroxychloroquine, il n'y a rien de tout ça. Avis rendu d'après un groupe de travail qui comprend des membres du Haut Conseil et des membres qui ne sont pas du Haut Conseil. Alors, il y a la liste. Bon. Alors, les conflits d'intérêts, on n'en parle pas. Il n'y a pas eu de vote parce que ce n'est pas mentionné. Et puis après, c'est le président du Haut Conseil qui a rendu sa décision. Ça s'est fait dans des conditions, pour moi, tout à fait anormales, qui n'ont pas respecté la charte de gestion des conflits d'intérêts. Voilà, moi, je ne veux pas jeter la pierre à un tel ou un tel. Et je sais que dans ce groupe, dans cette commission, quand on regarde sur Transparence Santé, il y a des gens qui ont des conflits d'intérêts majeurs qui n'auraient même pas dû siéger à ce moment-là. Et c'est là où ça ne va pas. Et je pense que quand il y aura de l'expertise indépendante par les députés, les sénateurs ou voire par voie judiciaire, il y aura des comptes à rendre sur cette façon d'établir des
des rapports officiels pour éclairer soi-disant le gouvernement, sans que tout ça ait été respecté avec la transparence indispensable. Donc scandale numéro 4. Il faut le reconnaître, les rémunérations directes ou indirectes versées par l'industrie pharmaceutique aux experts ou aux nombreux spécialistes que compte le milieu médical relèvent parfois de la chasse au trésor. Ce système prend des formes très variées. Invitation à des congrès, versement d'honoraires pour la participation à des conseils scientifiques, pour aider les laboratoires à développer leurs nouveaux médicaments, etc. Certains experts touchent aussi à titre privé des honoraires importants pour piloter des études cliniques. Cela n'empêche pas le professeur Denis Malvy, retenez bien tous ces noms, d'exprimer fortement son intime conviction sur France Inter ce jour-là sur le rôle du fameux conseil scientifique Covid-19. Nous sommes un groupe de personnes indépendantes. Selon en tout cas l'audition du professeur Raoult aujourd'hui même, tous copains entre eux, un cercle bien privé selon lui. On voit que ça fait l'objet d'une note dans le livre. Donc, voilà, professeur Denis Malvy d'exprimer fortement son intime conviction sur France Inter à propos de ce fameux conseil scientifique. Nous sommes un groupe de personnes indépendantes. Dès le début d'ailleurs, les grandes déclarations n'ont pas manqué. Dès le 3e ou le 4e jour après la création du conseil scientifique, j'ai demandé à ce que chacun d'entre nous dépose une DPI, déclaration publique d'intérêt. Donc j'ai demandé à ce que chacun d'entre nous, donc chaque membre du conseil scientifique, dépose une déclaration publique d'intérêt, explique le professeur Jean-François Delfraissy, président de ce conseil. On aurait aimé que ce soit fait plus tôt, avant que les médias n'aient l'occasion d'enquêter, mais nous ne nous arrêtons pas à ce détail. On va donc sur le site du ministère de la Santé, et là, rien. Là, effectivement, mais M. Delfraissy a une bonne raison. Si l'on ne peut encore avoir accès à aucune déclaration de conflit d'intérêt des membres du Conseil, c'est que il y a normalement une période de 14 jours pendant laquelle les déclarations ne sont pas rendues publiques. J'ai appelé pour qu'on les publie immédiatement, explique-t-il. Le Conseil scientifique est nommé le 11 mars. Le 15, toujours rien sur le site du ministère, mais le 18, c'est fait. Yazdan Pana a lui aussi fait sa déclaration. Lui, en 5 ans, a perçu beaucoup d'argent des firmes de médicaments, 133 695 € depuis 2012, et il ne s'en cache pas. Mais quand il entre au conseil scientifique, il n'est plus du tout sous la houlette de l'industrie pharmaceutique. Voici ce qu'il nous dit. Depuis 2017, j'ai arrêté mes liens avec les laboratoires, déclare-t-il à Mediapart. Il ne mentionne pas ses participations à des congrès scientifiques sponsorisés par les laboratoires jusqu'au 3 octobre 2019. Un simple oubli, on l'imagine. Les firmes pharmaceutiques, toujours en quête de talent, se sont aussi intéressées à un autre expert reconnu, Bruno Lina. Elles lui ont versé, accrochez-vous, 23 892 € en 8 ans. Ça fait quand même une coquette somme par an. 8 fois 3, 24, c'est ça, 3 000 € par an. Arrondi les fins de mois. Sanofi, pour ne citer que lui, alignant 17 521 € pour le virologue. Or, Sanofi travaille au développement d'un vaccin contre le coronavirus. De plus, le laboratoire Seagen planche sur la fabrication de tests de dépistage pour la France, alors que la Corée en a déjà mis un au point, qui est plus efficace, semble-t-il. On vous renvoie à l'émission déjà publiée sur la question des tests de dépistage. On vous a concocté vraiment un truc très précis avec cette étonnante interview donnée par Denis, c'est bien ça, Denis Robert, sur le journal Le Média. Bruno Lina a aussi eu de bonnes relations avec Seagen, c'est sur sa déclaration d'intérêt, mais il n'aurait pas touché 1 €. À la case rémunération, il a marqué aucune, mais dans celle prise en charge des frais, il a noté oui, sans plus de détails. Denis Malvy est lui aussi un spécialiste qui a travaillé régulièrement pendant 5 ans avec les laboratoires, mais il est très pudique sur le sujet. Et on verra qu'est-ce qui retourne dans la note 9. Ça sera pour après-demain sans doute, le temps qu'on collecte toutes ces informations qui viennent complémenter l'émission présente. Quand le journal Marianne l'interroge sur le thème « Ah bon, rien à déclarer ?» il répond « Il doit y avoir un aller-retour, une chambre d'hôtel une fois, une invitation à l'occasion. »
Note numéro 10. Mais quand le journaliste l'interroge sur le montant des sommes reçues, il répond « c'est beaucoup quand même, ça m'étonne ». Mediapart précise qu'il y a plus de 10 ans, il déclarait aux journalistes qui le questionnaient sur le thème des conflits d'intérêts « je ne vois pas où est le problème ». Voilà qui a au moins le mérite de la clarté. Au-delà des relations complexes entre les membres du conseil scientifique et les grands laboratoires, il faut bien comprendre que ce système peut transformer d'excellents médecins en stratèges d'un lobbying au service du secteur privé. Cela n'est d'ailleurs pas en soi répréhensible lorsque tout est sur la table, les rémunérations, les avantages, les rapports et les procédures, et in fine, les décisions de l'État qui en résultent. Il va de soi que dans la grave crise sanitaire que nous traversons, ces liens, lorsqu'ils existent, doivent être connus pour que rien n'entache l'indépendance des médecins, des chercheurs et désormais de l'omniprésent conseil scientifique voulu par le pouvoir. Ah, ils sont bons pour créer des commissions, des conseils de ceci et de cela. Le psychodrame qui s'est noué depuis quelques semaines à propos des travaux du professeur Raoult à Marseille illustre parfaitement la nécessité de fixer la politique sanitaire du pays dans un contexte de transparence, tout en évitant bien sûr la multiplication de règles absurdes. Maintenant, posons le décor. On a d'un côté le professeur Raoult qui promeut l'hydroxychloroquine pour soigner le Covid-19. De l'autre, on a tous ceux qui n'en veulent pas. Les membres du conseil scientifique en entier. C'est tout à fait ça, il l'explique très bien dans cette audition. Eux, ils veulent l'essai Discovery. Basta. Pourquoi ? Parce que cet essai, il est génial. Il nous le rabâche à longueur de sujets télé. Un protocole d'enfer, pas du tout comme ce que nous vend le hippie Raoult ou l'ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy ou moi. Le message est clair, chez nous, ce sera tout bien fait dans les règles, paraît-il. Du coup, on y croit. Enfin, plus exactement, on a envie d'y croire. Et on attend les résultats. Sauf que ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Trop devant la gravité de la situation. Du coup, on a envie d'en savoir plus sur ce programme Discovery. On apprend alors que c'est le projet d'un consortium qui s'appelle Reacting. Jusque-là, tout va bien. Mais que trouve-t-on en bas de la page ? Que Reacting est un groupe créé par Jean-François Delfraissy. Elle n'est pas belle, la vie, et l'indépendance de ce soi-disant comme conseil scientifique. Pour se dédouaner de tout conflit d'intérêts, tout en associant ses collègues à sa démarche, il dit qu'il veut, pour le conseil scientifique, un règlement intérieur qui permettra de savoir quelle est la règle pour les gens avec des liens d'intérêt. Il ajoute, précis, comme d'habitude, que le règlement sera finalisé dans les jours prochains. Quand exactement ? Mystère et boule de gomme. Certains membres du conseil scientifique sont à l'évidence des relations de confiance avec de très grandes entreprises pharmaceutiques et ce n'est un problème que s'ils n'en font pas un bon usage. La manière dont est géré le groupe Reacting, confronté à son concurrent Raoulting, illustre le fait que garder son indépendance tout en faisant de la recherche est un défi auquel est quotidiennement confronté le monde médical. Un essai clinique obéit ainsi à des règles complexes. C'est le cas de Discovery. C'est un essai qui comprend initialement 4 groupes de patients tirés au sort pour entrer dans chacun des groupes. C'est-à-dire qu'on va essayer 4 traitements différents pour enrayer la pandémie de coronavirus. Pour être très précis, on va examiner dans le premier groupe, donc les soins standards sur les patients atteints du Covid-19. Autrement dit, du Doliprane, une soupe et au lit pour faire simple. Autre groupe, donc le numéro 2, les soins standards plus Remdesivir, c'est le nom du médicament. Groupe numéro 3, les soins standards plus Lopinavir et Ritonavir. Groupe 4, les soins standards plus Lopinavir, Ritonavir et interféron bêta. Ces 4 groupes de traitement ou de non-traitement sont les seuls que l'équipe scientifique d'Emmanuel Macron propose jusqu'au 22 mars. Ce jour-là, 22 mars donc, le Conseil décide finalement d'ajouter l'hydroxychloroquine dans un groupe supplémentaire de l'étude. L'anti-infectieux, plutôt connu comme anti-parasitaire, devient le 5e traitement envisagé pour sauver le pays. Officiellement, ce n'est pas du tout dû à la pression médiatique, ni à celle de médecins réputés qui ont donné leur avis au pouvoir, parfois opposé à celui du Conseil scientifique. C'est dans ce contexte, parfois conflictuel, que des choix importants vont devoir être faits. Concernant le premier groupe de patients non traités, rien à dire. Personne ne roule pour les scoops Knorr ou les Big. Concernant les 3 autres,
on utilise du remdesivir ou l'association Lopinavir-Ritonavir Kaletra. Le labo Primo, qui est le fabricant de remdesivir? La réponse est Gilead. Encore aujourd'hui, ce groupe a beaucoup été nommé, et là, sans précaution, je dois dire, par Didier Raoult. Donc, Didier Raoult, oui, c'est ça. Hein. Et donc, la réponse est donc Gilead. Gilead, retenez bien le nom de ce labo et faites vos recherches. Segundo, qui est le fabricant de Lopinavir-Ritonavir? La réponse est AbbVie. A2B-VIE. Tertio, qui a des liens avec ces labos, c'est Yazdan Pana, un des infectiologues du conseil scientifique qui a travaillé pour eux. Ce qui n'exclut évidemment pas qu'il manifeste son indépendance d'esprit au moment des grands choix à faire. Voyons maintenant le nouveau comité CARE, C-A-R-E, Comité Analyse, Recherche et Expertise. Il adore ces sigles, hein, notre président. C'est le second conseil scientifique créé par Emmanuel Macron le 24 mars. C'est celui qui nous fait penser que le président ne trouve pas le premier génial, donc il en a créé un autre. Côté CARE, les données semblent plutôt rassurantes. Il y a quand même le professeur Jean-Philippe Spano, cancérologue à Paris-Pitié-Salpêtrière, avec 325 406 € reçus de l'industrie pharmaceutique, dont 7 896 € de Gilead. Là aussi, ça fera l'objet d'une note. Il y a aussi, vous la connaissez, Karine Lacombe, qui bosse pour Gilead. Elle n'est ni dans le premier conseil scientifique de l'Élysée, ni dans le second, mais elle a clairement la caution du gouvernement. Le 28 mars, elle partage une conférence de presse avec le Premier ministre et le ministre de la Santé à Matignon sur le thème du coronavirus. Or, il se trouve qu'elle a des relations de grande complicité intellectuelle avec, entre autres, de grandes firmes comme Gilead et AbbVie, qui par ailleurs, mais ça n'a rien à voir, lui ont accordé de généreux contrats. Et ce jour-là, pendant la conférence de presse, alors que nos deux ministres boivent ses paroles, elle chante Discovery et fustige la chloroquine. Karine Lacombe a touché, accrochez-vous, vous êtes bien assis, 212 209 € de l'industrie pharmaceutique, dont 28 412 € de Gilead et 45 211 € d'AbbVie. Je relis, hein. Karine Lacombe a touché 212 209 € de l'industrie pharmaceutique, dont 28 412 € de Gilead et 45 211 € d'AbbVie. Là aussi, on aura bien sûr une note pour documenter cette affirmation. Le quatrième groupe de traitement, c'est l'association de Lopinavir-Ritonavir avec de l'interféron bêta. Aucun membre du conseil scientifique n'a de lien avec le laboratoire qui fabrique l'interféron bêta, à ce jour. Ce qui est bêta, en revanche, c'est que l'hydroxychloroquine, finalement, devenu le 5e groupe de traitement de Discovery, n'ait pas été créé par AbbVie ou Gilead. Ça aurait peut-être permis le 22 mars, le jour où ce médicament est devenu évaluable selon le conseil scientifique de l'Élysée, de gagner du temps dans la folle course contre la montre que nous impose ce maudit virus. Au sommet de l'État, les relations personnelles, les services rendus ou les travaux bien rémunérés par l'industrie pharmaceutique se transforment parfois en conflits d'intérêts plus visibles que d'habitude. Un organisme officiel, le Haut Conseil de la Santé publique, HCSP, a été le petit théâtre de certains d'entre eux. Un membre éminent de la commission maladies transmissibles de ce Haut Conseil a ainsi touché 90 741 € de l'industrie pharmaceutique, dont 16 563 € de Gilead. Or, c'est ce Haut Conseil qui a rendu le fameux avis interdisant l'hydroxychloroquine, sauf aux mourants, et demandant d'inclure les malades dans les essais officiels, donc Discovery. Or, je ne vois pas de trace dans cet avis du respect de la procédure de gestion des conflits d'intérêts. Je la connais par cœur, nous dit Christian Perron, car j'ai été moi-même président de cette commission. Tout membre doit en début de séance déclarer ses conflits d'intérêts en lien avec le sujet de la séance. Si un membre présente un conflit d'intérêts majeur, il doit quitter la séance et ne pas participer au débat ni à la rédaction de l'avis. Normalement, cela doit être mentionné sur l'avis. Or, en bas de cet avis, on ne mentionne pas les conflits d'intérêts ni le nombre de membres qualifiés ayant participé au vote. C'est un grave manquement au règlement. Heureusement que toutes les réunions du HCSP doivent être enregistrées et doivent obligatoirement faire l'objet d'un compte-rendu de séance avec la retranscription des propos de chacun. Le fait que la réunion ait pu prendre la forme d'une téléconférence ne change rien.
Comme il s'agit d'un organisme public, tout citoyen peut d'ailleurs avoir accès à ses comptes rendus via la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs. Ces liens d'intérêt sont totalement indépendants de la qualité professionnelle de ces experts, le plus souvent de haut niveau. Ce qui est choquant en fait, c'est que ces liens, dès lors que ces experts siègent dans une instance de décision officielle, puissent influencer les décisions de l'État. Il se trouve que de nombreux médecins qui se sont prononcés publiquement ou de façon plus souterraine pour dégommer la chloroquine ont justement beaucoup de conflits d'intérêts, notamment avec les laboratoires AbbVie et Gilead. Il n'y aura pas de festival de Cannes cette année, mais j'ai regardé le top 10 du classement des revenus annuels versés par l'industrie pharmaceutique aux infectiologues. Je ne citerai personne, ouf, vont dire certains. Un seul exemple. L'un d'entre eux a quand même reçu la bagatelle de 541 729 € de Big Pharma, dont 52 812 € de Gilead. Je répète, 541 729 € de Big Pharma. À ce stade, peut-on vraiment parler de rémunération complémentaire ? Est-ce un hasard si on apprend par le Canard enchaîné que le coup de téléphone anonyme pour menacer, il en a parlé aujourd'hui Didier Raoult, s'il persistait avec l'hydroxychloroquine serait parti du téléphone portable du service d'infectiologie qu'il dirige ? Sûrement une pure coïncidence. Une de plus. Depuis qu'il est ministre de la Santé, Olivier Véran tente de naviguer au milieu des requins. Mais comme il est lucide, sur lui-même au moins, il avait d'emblée annoncé qu'il était incompétent sur les traitements et qu'il ne prendrait aucune décision sans l'aval de toutes les sociétés savantes. Il est mal parti. Un tel consensus est une gageure difficile. Les sociétés dites savantes sont des associations officielles de médecins par spécialité. Le hic, c'est que beaucoup de sociétés savantes ont des liens financiers très forts avec l'industrie pharmaceutique. Elles sont souvent très riches. Leur magot ne provient pas des cotisations des membres, qui sont souvent modestes. L'argent vient essentiellement des laboratoires pharmaceutiques qui sponsorisent les congrès. Pour les congrès, elles achètent auprès des sociétés médicales organisatrices des stands d'exposition de leurs médicaments, le stand étant d'autant plus vaste que la somme versée a été importante. Les laboratoires versent aussi beaucoup d'argent pour obtenir, au sein du congrès, des symposiums vantant les mérites de leurs médicaments. Le trésor de guerre de certaines sociétés savantes atteint très vite des centaines de milliers d'euros, mais cela peut atteindre des millions d'euros pour les sociétés les plus riches. L'influence financière des grands laboratoires pharmaceutiques touche aussi de grands journaux médicaux internationaux qui font la pluie et le beau temps dans le monde entier. Plusieurs rédacteurs en chef de grands journaux ont démissionné pour cette raison. Les Français exigent désormais plus de transparence dans les processus de décision. Cette transparence et cette rigueur doivent faire partie intégrante de la démocratie sanitaire. Et chacun aurait bien pu se rendre compte à quel point on en est loin. Alors, devant tant de questions que nous posent évidemment toutes ces informations du professeur Christian Perron, eh bien, on va laisser décanter ça jusqu'à demain avant de vous parler du scandale numéro 5, un confinement qui confine à la bêtise.